Ok, on continue. Donc, on vient de voir les fonctions d'impartition. Donc là, je vais parler un petit peu plus de densité et d'histogramme. Ok, donc je vais basculer sur mes slides. Ok, donc on avait vu que quand on a une variable qui continue, ok, et on va supposer que c'est le cas ici. Par exemple, sur la taille, je vous avais dit, on peut supposer que derrière la taille des élèves soit continue, que la température soit quelque chose de continu, que le revenu soit quelque chose de continu. Voilà, des variables continues, il y en a quand même pas mal. Ce qu'on avait dit, c'était que quand on avait une variable continue, dans ces cas-là, on peut montrer que la fonction d'impartition va s'écrire comme l'intégrale de cette densité petit f. Okay, donc, on avait fait intervenir cette fonction petit f qui était en fait tout simplement la dérivée. D'accord, donc, si vous dites que grand f, c'est l'intégrale de petit f, ben dans ces cas-là, c'est qu'en dérivant grand f, vous récupérez petit f. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, je suis vraiment désolé pour les travaux, mais bon, il y a des voisins qui font des travaux, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop sur le micro. OK. Donc, j'ai cette densité et c'est ça qu'on va essayer d'estimer. D'accord. Donc, la fonction d'impartition, on sait l'estimer. On a vu pas mal de choses, mais on aimerait bien estimer la densité. Alors, première chose, on a un petit souci, c'est que la fonction de répartition, telle qu'on venait de la définir, je reviens juste en arrière, la fonction d'impartition, telle qu'on venait de la définir, c'était cette fonction-là, qui est une fonction en escalier. Les dérivées des fonctions en escalier, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des fonctions qui vont être à dérivée qui vaut un 0 partout, okay, sauf quand on a une observation, et dans ces cas-là, on n'est pas dérivable. Donc, en fait, c'est compliqué de travailler sur cet objet-là. Je ne peux pas dériver cette fonction f chapeau. Donc, il va falloir trouver autre chose. Okay. Alors, juste pour rappel sur comment est-ce qu'on utilise cette densité, je vous rappelle, la densité, elle est intéressante parce que ça vous permet de décrire la probabilité d'appartenir dans un intervalle comme étant l'intégrale de cette densité. Donc, l'air a du sens. L'air permet de... l'air sous la courbe. Donc, si jamais vous avez densité petit f, la probabilité d'être entre A et B, ça va être s'interpréter comme étant cette intégrale. D'accord. Les intégrales sont très liées à ces calculs. Enfin, les aires dessinées sous les densités vont être interprétées comme les probabilités dans un intervalle, puisque l'intégrale de ma densité est égale à 1. Okay. Donc, premier outil, ça va être les histogrammes. Alors, je vous ai mis plusieurs petits histogrammes ici. Vous pouvez regarder un tout petit peu là. Les histogrammes, je vous rappelle ce qu'on est en train de mesurer. On est en train de mesurer les tailles des élèves en centimètres. Okay. Donc, en fait, j'ai 4 graphes ici qui correspondent aux tailles des garçons et aux tailles des filles. Okay. Donc, les garçons sont à gauche, les filles sont à droite. Okay. Et si vous regardez, donc on a différentes notions d'histogrammes. Okay. C'est qu'ici, ils ne sont pas mesurés. Par exemple, ici, je n'ai pas mesuré avec la même longueur. Ici, j'étais en centimètres. Okay. Ici, je suis en pouces. Ici, je suis en pieds. Okay. Et ici, je m'étais amusé à changer mon pas. D'accord. Donc, en disant que ce qui m'intéresse, c'est plus des. Donc, ici, visiblement, je vais de 5 en 5. Ici, je vais de 2 en 2. D'accord. Donc, j'ai trois histogrammes qui ont été construits à partir du même jeu de données. Ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas exactement la même tête. Ça se ressemble, c'est logique, mais ce n'est pas exactement pareil. Okay. Donc, en particulier, les changements d'unité, on voit que ça ne me donne pas les mêmes courbes, puisqu'ici, j'étais en centimètres. Ici, je passe sur des pouces. Ici, je passe sur des pieds. On voit que, certes, ça se ressemble. J'ai une espèce de concentration au milieu, là, comme ça. On retrouve là. Alors ici, on a ce truc un peu bizarre qui est qu'effectivement, j'ai des petits pics à droite avec deux valeurs qui remontent et qui sont un petit peu étranges, alors que je retrouve sur ce graphe-là, puisqu'effectivement, j'ai ces deux petits pics. Voilà. Donc, les histogrammes, c'est mignon, mais je n'ai pas d'unicité. Le fait de ne pas avoir d'unicité fait que c'est problématique parce que ça veut dire que vous avez un choix arbitraire à faire et qui sera loin d'être neutre. Okay, alors, soit vous laissez le logiciel choisir, c'est-à-dire que sous R, vous pouvez très bien dire hist de mes données. Et dans ces cas-là, il va construire un histogramme avec des règles propres, mais simplement, je peux les changer. Et en les changeant, je récupère des graphiques qui n'auront pas forcément les mêmes ailes. Okay. Alors, comment est-ce que je construis un histogramme? Alors, j'ai essayé de vous faire un petit dessin pour vous expliquer la logique, mais c'est un petit peu tordu. Donc, je vais vous mettre la définition de la construction d'un histogramme et ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire, un histogramme n'est pas exactement une densité. Okay, la subtilité étant qu'une densité, la seule chose qu'on demande, c'est que ce soit positif et que ça s'intègre à 1. Donc, il faut que l'air sous la courbe soit égal à 1. Okay. Donc, comment je construis un histogramme? J'ai mes observations. Okay, donc, je vous ai pris ici cette observation. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7.
Okay. Comme je vous avais dit quand j'avais parlé des statistiques d'ordre, quand on construit un histogramme, il faut que toutes les données soient dedans. Donc, il faut que le minimum soit dans mon histogramme, le maximum aussi. Donc, en fait, on va se donner des bornes. Une borne à gauche, une borne à droite. Donc, déjà, l'histogramme va être construit sur deux valeurs qui vont encadrer les données que vous voulez avoir. Okay. Donc, il faut prendre une borne inf qui soit plus petite que la plus petite des observations et une borne sub qui soit plus grande que la plus grande des observations. D'accord. Sinon, on mesure autre chose. Mais voilà. Donc, je vais vous donner des bornes, mais je pourrais très bien me dire, je peux partir beaucoup plus à gauche. Okay. Ici, je ne sais pas pourquoi je m'arrête là, mais voilà. En tout cas, je m'arrête ici. Okay. Et voilà. Premier choix, c'est cette histoire de choisir une valeur initiale. Okay. Et ensuite, on va avoir un autre point, c'est la taille de mes barres. Okay. C'est ce qu'on appelle le petit h ici, qui consiste à dire, OK, tous les combien est-ce que je vais créer ma partition pour compter mes observations. L'idée, c'est quoi? Je reviens sur mon histogramme. C'est que je découpe de manière relativement régulière les valeurs pour avoir des barres qui soient de taille identique. Alors, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui font des histogrammes avec des barres différentes. Je trouve ça illisible et relativement tordu. Donc, on va pas faire ça. On va toujours prendre des barres qui sont de même taille. Okay, ça permettra d'avoir plus de lisibilité. Donc, ça veut dire quoi formellement? Ça veut dire que quand j'ai défini ma première barre, c'est-à-dire mon A0, la borne inf de la valeur à partir de laquelle je vais commencer mon histogramme. Donc, par exemple, ici, j'ai l'impression à 145. On ne le voit pas, mais je commence un peu avant 150. On le voit ici, en fait. Okay. Donc, en fait, j'ai mes histogrammes que j'ai dessinés sur les mêmes intervalles pour les hommes et les femmes. Donc, je vais un petit peu plus à gauche pour la taille des hommes, essentiellement parce que je voudrais bien que ça intègre la plus petite des femmes et le plus grand des hommes. Okay. Donc, je pars de 145 et je fais des sauts de 5 à chaque fois. D'accord. Donc, je récupère comme ça mes intervalles. Donc, je commence ici à 145 et je vais aller de 5 en 5. Donc, aller de 5 en 5 veut dire h égale 5. Donc, je vais avoir ensuite 150, 155, 160, puis je continue jusqu'à dépasser ma dernière observation. Donc, généralement, je vais m'arrêter juste après, mais je pourrais continuer. Okay, donc, je pourrais très bien aller entre 1,10 m et 2,50 m. Okay, si jamais à la fois, j'ai des gens qui font, alors, sauf erreur, aux courses de chevaux, les jockeys sont des gens relativement petits, donc on pourrait avoir des sportifs tout petits. Je pourrais aussi avoir des basketteurs qui mesurent 2,40 m. Voilà, donc je pourrais avoir un range relativement important entre les plus petits et les plus grands. Okay. Mais voilà, là, je me limite à la taille de mes élèves, donc je vais en gros entre 1,45 m et 2 m, avec des bonds de 5. Donc ça me donne ce que j'appelle ma partition. Donc c'est ce que j'ai caractérisé ici. Donc je commence par me donner deux valeurs, A0 et mon coefficient H. Et une fois que j'ai défini mon A0 et mon H, dans ces cas-là, je récupère tout mon découpage avec un certain nombre de valeurs, la plus grande étant celle que je note AK. Okay. Donc je récupère K classe comme ça. Donc je vais avoir un histogramme sur K bande. Okay, tout simplement, puisque ma dernière valeur a pour indice K. Donc entre A0 et A1, j'ai ma première bande. A0 et A2, j'ai ma deuxième bande. Donc on voit qu'effectivement, le numéro de la bande correspond à l'indice associé à la bande sup, c'est-à-dire mon AK. Donc comment est-ce que je définis ma grille? Tout simplement, je pars de A0. Okay, et puis, à chaque fois, je rajoute H. Donc je dis, je pars de HJ, je rajoute H pour avoir HJ plus 1. Okay, donc c'est une suite relativement simple qui va être une suite linéaire. Okay, donc j'ai mes petites bandes comme ça qui vont être de longueur H. Comment est-ce que je construis mon histogramme? C'est facile, je compte. Compter, c'est tout simplement des sommes d'indicatrices. Donc, si jamais je veux la valeur de ma densité en un point petit x, donc vous prenez votre taille, je me place ici peut-être à 1,57 m. Mon histogramme avait été construit entre 1,55 m et 1,60 m. Donc, je cherche la bande dans laquelle je me trouve. Donc, techniquement, c'est ça que je fais. Je vais chercher la valeur J. Okay, donc, je vais chercher J tel que mon point X où je fais mon calcul se trouve dans cette borne-là. Donc, 157, c'est précisément entre 155 et 160. Okay. Donc, je me dis, je vais chercher cet intervalle-là et je compte tout simplement quand mes observations sont dedans. Donc, techniquement, la valeur en bleu ici, cette somme des indicatrices, c'est très exactement ce qu'il y avait sur mon histogramme. Mon histogramme, il est là. Et on le voit ici, j'ai une fréquence. Okay. Donc, cette fréquence, elle me dit tout simplement, je compte combien d'observations sont plus petites ou égales à ma valeur en petit x. Donc, par exemple, ici,
Si jamais je me place très exactement, j'ai l'impression que c'est genre 1,77 m. OK. Donc, petit x égale 177 cm. Dans ces cas-là, ma fréquence empirique, elle est très exactement, on ne voit plus grand-chose parce que forcément j'ai écrit dessus, mais elle est en 16. Donc, j'ai 16 observations qui sont, alors, vu que je suis de 2 en 2 et que je compte la partie inf, je pense que je suis soit sur 176 cm, soit sur 177 cm. Essentiellement parce que je m'intéresse à cet intervalle 176, 178, où j'inclus la valeur de gauche, j'exclus la valeur de droite. Okay, donc là, je renvoie à des choses que j'avais racontées sur les intervalles. Okay, il faut qu'on ait des intervalles qui soient disjoints. Je n'ai pas envie de compter en double. D'accord. Donc, quand je suis à 178, j'affecte uniquement dans une classe. D'accord. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. On est obligé comme ça d'avoir des inclusions à gauche, exclusions à droite. Je pourrais faire l'inverse, mais bon, c'est une convention et les conventions, encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça n'a pas grand intérêt. En tout cas, c'est des choses qu'on pose et ensuite on fait des calculs. Okay. Donc, nous, on est plutôt sur ouvert. Pardon, je ferme à gauche et j'ouvre à droite. D'accord. Donc, je cherche le AJ. Donc, si jamais j'étais sur 155, ben, je serais sur l'intervalle 155-160. OK. Donc, cette somme me dit tout simplement combien d'observations j'ai. Si jamais, donc cette chose-là est sûrement liée à la densité. Si jamais je veux construire un estimateur de ma densité, il faut que je divise par 1 sur NH. OK. Donc, en fait, ma somme, je vais déjà prendre la moyenne. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas exactement le nombre d'observations qui sont comprises entre AJ et AJ plus 1. C'est la fréquence. Donc, quelle proportion des observations sont plus petites. Donc, ça va déjà me donner quelque chose que je pourrais interpréter comme une probabilité. OK. Donc, c'est la probabilité que X appartienne à un certain intervalle-là, mais ça ne me donne pas pour autant une densité. Ça ne me donne pas une densité parce que j'ai besoin que mon intégrale de f chapeau de x dx soit égale à 1. Et en fait, en multipliant par ce petit h, ben dans ces cas-là, je vais récupérer le fait que cette fonction va effectivement s'intégrer à 1. Okay. Donc, c'est juste une petite astuce de calcul quelque part, mais cette fonction-là me donne un estimateur de cette fonction petit f, qui est ma densité. Okay. Donc, comment est-ce que je l'obtiens sous R? Ben, c'est facile. Forcément, je fais des typos. Non, ça marche. Probability. Oui, ça marche. Donc, il faut que ma probability, je lui dis que c'est égal à 0. Donc, au lieu d'avoir une fréquence, tout d'un coup, j'ai une densité. Okay, donc, en mettant probability égale true, il ne se contente plus de vous mettre une fréquence, ce que j'aurai ici. Donc, ce que j'avais fait jusqu'à présent en mettant hist, j'ai juste un histogramme en fréquence. En mettant probability, on récupère quelque chose d'intéressant, puisque tout d'un coup, j'interprète ça comme étant une densité. Et effectivement, si jamais je regarde ces échantillons ici, où manifestement, j'ai plutôt des âges de personnes, okay, on voit que l'air qui va se trouver là, alors je vous le fais, je reprends la courbe rouge parce que d'ailleurs, c'était une variable continue. Okay. Mais si jamais je faisais la somme des airs, des petits blocs bleus, ben dans ces cas-là, l'intégrale qui se trouve là, l'intégrale de cette fonction, elle est égale à 1. Donc effectivement, j'ai vraiment une densité. Et donc, je suis sur un objet que je vais pouvoir utiliser pour faire des calculs de probabilité, pour calculer toutes sortes de choses. J'ai vraiment un objet qui est une densité. D'accord. Donc, j'ai récupéré ce f chapeau ici en rajoutant cette commande qui est probability égale true. Okay. Donc, l'autre avantage, c'est que tout d'un coup, sur un dessin, je peux superposer deux objets. Ici, j'ai un histogramme, enfin, l'équivalent d'un histogramme en tout cas. Donc, j'ai la courbe en bleu qui est en fait mon f chapeau. Donc, les bleus ici, ça correspond à des f chapeaux. Et j'ai quelque chose en rouge qui est cette courbe-là, qui est une vraie densité. Okay, donc, j'ai vraiment une densité sur, en l'occurrence, ici, j'ai l'impression sur 0,80, donc qui sont mes âges possibles dans ma population. Okay, donc, l'histogramme me donne une information. L'histogramme suffit quelque part. Encore une fois, je pourrais très bien me dire, cet axe-là, je m'en fous. Je pourrais très bien juste regarder la manière dont ça se distribue et ça me donne déjà des informations. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'allure de votre histogramme ou l'allure de votre densité vous donne des informations sur la manière dont est distribuée votre population. Okay, avec ces exemples un petit peu extrêmes. Donc, à droite, j'ai quelque chose qui semble assez symétrique. Okay, donc, j'ai une distribution qui est relativement centrale autour de 40 ans. Okay, donc, j'aurai une population dans laquelle j'ai majoritairement des gens de 30-50 ans. J'ai peu de jeunes, j'ai peu de personnes âgées. Okay, donc, on a vraiment cette distribution, ce qu'on appelle une distribution symétrique. Okay, donc, la notion de symétrie, c'est une notion importante sur les histoires de distribution, okay, puisqu'on voit un petit peu comment on se disperse.
La symétrie, elle ne se mesure pas avec la moyenne, elle ne se mesure pas avec la variance. Okay, c'est une autre grandeur. Alors, elle pourrait se mesurer avec la moyenne à condition d'aller voir la médiane. Okay, c'est que la moyenne et la médiane ne sont pas exactement au même endroit quand vous avez des distributions qui sont asymétriques. Okay, donc, asymétrique consiste à regarder un peu comment votre distribution est répartie. Ici, je suis avec une distribution qui est peut-être plus sur des personnes âgées. Ici, j'ai plus de personnes âgées. Ici, j'ai plus de jeunes, tout simplement. Okay, donc, c'est comment est-ce que votre distribution se répartit. Donc, les âges, on va dire, qui sont entre 0 et 80 ans. Est-ce que vous êtes autour de 40 ans? Quel âge moyen? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur des personnes de 60 ans, plutôt sur des personnes de 20 ans? Okay, donc, c'est la symétrie de cette distribution qui permet d'avoir une certaine... Enfin, oui, qui nous donne une notion, une information sur la manière dont est distribué, encore une fois, l'âge dans votre population. Okay, alors, ça peut s'observer sur le boxplot. Le boxplot est aussi un outil qui permet de visualiser cette distribution. La fonction, je vous l'avais déjà donné, c'est boxplot. Okay, donc, boxplot permet de voir cette dispersion. Et en fait, on le voit, par exemple, ici, donc au centre, j'ai une distribution qui est relativement symétrique. On le voit sur le boxplot. Le boxplot, j'ai mes deux quantiles. Donc, le quantile à 1/4, le quantile à 3/4. J'ai ma moustache. J'ai ma valeur moyenne, ma valeur médiane. Okay, si jamais tout ça est relativement symétrique, j'ai une distribution symétrique. À gauche et à droite, j'ai des distributions qui sont respectivement plutôt avec des poids à droite ou plutôt des poids à gauche. Okay, mais on le voit sur le boxplot, c'est-à-dire j'ai ma boîte. Okay, ici, j'ai une moustache qui est plus petite que celle-là. D'accord, donc manifestement, je suis plutôt décalé sur la droite et j'obtiens quelques points un petit peu asymétriques à gauche avec quelques observations un peu extrêmes ici. Donc là, ça veut dire techniquement que j'ai dépassé la valeur du quantile à 25% moins 1,5 fois l'intervalle interquartile. Donc j'ai des observations qui sont plus petites que cette valeur qu'on obtient avec une probabilité relativement rare. Sur la courbe de droite, au contraire, j'ai une boîte qui est plutôt sur la gauche avec une moustache ici qui est relativement longue sur sa droite. Okay, donc on voit la symétrie sur les boxplots. Donc les boxplots ont longtemps été des outils principaux pour visualiser des distributions. Ça ne coûte pas grand-chose d'avoir quelque chose d'un peu plus joli avec des histogrammes. La petite difficulté, c'est que les histogrammes, encore une fois, ne sont pas définis de manière unique. Donc moi, ça me dérange. Après, ça peut être un outil, malgré tout, relativement intéressant pour comprendre comment se distribue une population. Alors, je vais revenir sur ma distribution des appels à la banque. Okay, donc, par exemple, donc c'était le service à la clientèle, j'avais des durées d'appel au service de clientèle. Donc, si jamais je me contente de faire l'histogramme, et encore une fois, je n'ai pas triché, j'ai demandé l'histogramme de mes données, je récupère le graphe de gauche. Pourquoi? Parce que j'avais une observation, je vous rappelle, qui était genre à 28 000 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une observation. Si jamais je regarde la plus petite valeur, dans ces cas-là, je suis à quelques secondes. Par contre, si jamais je regarde la plus grande observation, dans ces cas-là, j'étais plutôt vers 37 000 secondes, ce qui est relativement important. Et par construction, l'histogramme doit inclure la plus petite et la plus grande valeur. Donc, on ne voit rien. Voilà, techniquement, j'ai un point qui est là. Et donc, comme les barres dans un histogramme, il doit y en avoir un nombre relativement décent. Okay, bah ici, il va couper en gros tous les 2500. J'ai l'impression que tous les 2000. Okay, donc, le H, bah, il est tel que le K. Je vous rappelle qu'on avait défini A0, AK. Donc, A0, c'était la bande inf qui vaut 0. AK, c'est la bande sup. Okay, il ne faut pas que K soit trop grand parce que sinon, on ne voit rien. Si je vous dis qu'on met 10 000 barres, vous n'allez rien voir. Okay, donc, généralement, on va prendre un nombre de barres K qui ne sera pas trop important. Et ici, il en prend peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. En tout cas, de mémoire, c'est ce qui est programmé dans R et dans tous les logiciels qui calculent les histogrammes, d'avoir au maximum peut-être 20 ou 30 barres. Okay, bah, ici, ça ne suffit pas. C'est que si jamais je fais ça, on ne voit strictement rien dans le sens où techniquement, j'ai une barre et c'est tout. Alors, techniquement, ici, on voit un petit trait. Ici, en fait, j'ai des traits un peu partout, mais c'est juste qu'on ne les voit pas. Okay, c'est que c'est tellement petit, parce qu'encore une fois, j'ai une observation sur 32 000. Donc, j'ai une barre qui a pour hauteur du 1 sur NH. Okay, le 1 sur N, on est déjà sur du 1 sur 30 000. Donc, on est tout petit. Alors, comment est-ce que je peux faire? Je peux conditionner. Et donc, me dire, je vais regarder uniquement les observations qui sont petites que 20 minutes. Et dans ces cas, ça change un petit peu. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je dis, je coupe. Je coupe et je restreins. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Si jamais vous faites les X conditionnellement à X plus petit que X,
que S, je vais appeler ça un seuil, en R. Dans ces cas-là, ça vous donnera le sous-échantillon, le sous-vecteur, pour lesquels la condition est vraie, c'est-à-dire pour les X qui sont plus petits que le seuil. Okay, donc cet échantillon est un échantillon plus petit, pour lequel, cette fois-ci, je peux faire un histogramme qui a un peu plus de sens. Mais encore une fois, si jamais vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans mes données, et je vous renvoie à la capsule numéro 4, il y a un souci, c'est qu'en 0, on a une très très grosse concentration de points. En fait, ici, il y a beaucoup de points. Mais on ne les voit pas. Okay. Donc, c'est ça qu'on va essayer de regarder un tout petit peu. Donc, normalement, c'est ce que je vais essayer de capturer. Donc, si jamais j'essaie de... Alors, c'est ce qu'on change avec les breaks. Donc, breaks permet de dire où est-ce que je fais mes découpages. Okay. Donc, ici, je lui dis, on fait des découpages à partir de 0. On va jusqu'à 1200. Et 1200, ça a du sens parce que comme je me restreins ici pour les X qui sont plus petits ou égaux à 1200, effectivement, le max, il est plus petit que 1200. Donc, j'ai le droit. Donc, lui, ce sera mon A cap. Lui, c'était mon A0. Et je lui dis tous les combien je coupe. Okay, donc, à partir du moment où on a défini la bande 1F et la bande sup, on définit notre partition des AJ avec une longueur de H entre chacun. Okay, donc, en l'occurrence, by égale 10 veut dire qu'on fait des, on fait des sauts de 10 en 10. Okay, donc, on va de 0 à 1200 en faisant des sauts de 10 en 10. Donc, on aura 120 petites barres. C'est ce que j'obtiens sur mon graphe de droite. D'accord, donc, le graphe à droite, c'est celui-là. À gauche, je pense que j'ai plutôt des sauts de 20 en 20, mais peu importe. Oui, ça ressemble à ça. Donc, on voit apparaître notre petite barre ici en 0. Donc, quand on commence à faire des barres beaucoup plus fines, on voit apparaître cette très forte concentration de 0 avec beaucoup, beaucoup de données très, très, très petites, okay, qu'on ne voyait pas si jamais on prenait un histogramme avec des barres trop grandes. Essentiellement parce que ma barre ici, elle arrive à 2500. Okay, 2500, si jamais j'ai un peu plus d'observations, donc si jamais je regroupe cette valeur ici, cette valeur-là, tout d'un coup, je me retrouve à peu près sur cette valeur moyenne. Pardon, sur un comptage, je suis sur une fréquence ici. Donc, si jamais je somme les 3 valeurs qui sont là, ou les 2 valeurs, peu importe, on va se retrouver à peu près ici. Donc oui, je remonte un tout petit peu à gauche, mais moins que si jamais je faisais un zoom beaucoup plus fin. C'est vraiment sur des données très, très courtes qu'on a cette forte concentration. Donc ça, je peux l'avoir avec les breaks, mais on voit qu'il y a quelque chose de pas très satisfaisant. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin sur les densités. Okay, donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on essaye de mesurer, de visualiser une densité. Donc, je vais revenir sur un petit exemple où j'ai quelques observations. Donc, les observations, elles sont ici. Alors, ce sont les points qui se trouvent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay, j'ai 10 observations pour lesquelles j'ai mis des barres. Alors, là, ce que je suis en train de vous faire, c'est un dessin un petit peu extrême. En fait, là, je suis en train de vous calculer plus ou moins une espèce de dérivée de f'. Okay. Donc, f' chapeau, je vous avais dit, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas une fonction qui est dérivable. Encore une fois, j'ai une fonction qui est en escalier. Donc, tant que je suis à droite et à gauche de mes valeurs où il y a des observations, ma densité vaut 0. Donc, quelque part, c'est un peu ce que j'aurai sur ce dessin où ma densité ici, elle vaut 0. Donc, elle vaut quasiment 0 tout le temps. Et dès que j'obtiens mon observation, pif, ma densité, elle part à l'infini. Tout simplement parce que ma pente, quand j'ai un escalier, ma pente, elle part à l'infini. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de représenter ici en disant, en fait, je mets une dérivée qui serait quasiment à l'infini. Okay, donc, je vous mets des barres ici juste pour symboliser le fait que j'ai mes densités. Ce n'est pas hyper satisfaisant et donc, on va essayer de faire mieux. Alors, comment on va faire mieux? On va introduire ce qu'on appelle un noyau. L'idée d'un noyau, c'est quoi? C'est que c'est une petite fonction qui vérifie cette propriété-là. C'est une fonction qui est positive. En fait, c'est une densité qui est centrée sur 0. Donc, ça va être une densité, donc je vais avoir une fonction k qui va être positive. Et ce que je demande, c'est que ça somme, donc c'est une densité, donc l'intégrale de k de x dx est égale à 1. Et je demande à ce qu'elle soit centrée sur 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de x k de x dx est égale à 0. Okay, donc, si jamais je dis que derrière, il y a une variable aléatoire, ça, je suis en train de dire l'espérance, elle vaut 0. Okay, donc, prenez une fonction qui vérifie ça. Par exemple, une loi normale. Okay, la loi normale centrée, elle vérifie ce genre de choses. Okay, donc, ça peut être un exemple. Et effectivement, on va voir les noyaux gaussiens, ça pourrait marcher. Donc, c'est ce que je mets ici, normalement. Densité de loi normale. Okay, alors, à partir de cette fonction-là, je peux définir cette petite fonction. Je peux définir k de h. Okay, donc, si jamais vous me donnez un h qui sera positif, dans ces cas-là, je peux définir 1 sur h, k de x sur h. Et ça aussi, c'est un noyau, essentiellement parce que si k est une densité, k de h, ce sera aussi une densité. Okay. Si vous n'êtes pas convaincu, faites les maths, venez me voir s'il y a un souci.
Et voilà, on peut montrer que cette fonction-là est aussi un noyau. En fait, on peut définir un estimateur de la densité tout simplement en disant qu'on va calculer la moyenne de ces KH de X moins XI. Okay. Alors, je vais juste vous le prouver sur des petits exemples, mais pensez à ce genre de choses. Donc, je vais juste vous le faire sur un petit exemple. Donc, définition de ce que c'est un estimateur de densité par noyau. Okay. Un estimateur de densité par noyau, c'est ce F chapeau H. Donc, encore une fois, je me donne un certain H qui sera positif. Okay. Dans ces cas-là, je prends la moyenne de mes KH de X moins I. Okay. Dans ces cas-là, je vais récupérer quelque chose qui est une densité, mais en plus, c'est un peu plus fort, c'est qu'en fait, cette chose-là va estimer de manière relativement proche en fait, la vraie densité sous-jacente f de x. Okay. Donc, je n'ai pas encore défini les notions d'estimateur et tout ça, mais en fait, ce que je suis en train de vous dire avec mes petites mains, c'est que si les x sont vus comme des réalisations de variables aléatoires qui ont pour densité f, alors ce qu'on peut montrer, c'est que f chapeau de x devrait être à peu près égal à f de x. Désolé, je vais t'embarquer sur un chapeau. À f de x. OK. Donc, je ne dis pas exactement ce que c'est que ça à peu près, mais voilà, on devrait avoir quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelait un estimateur et ça va être un bon estimateur. Alors, je vais juste vous expliquer ce que c'est que ce f chapeau. Parce qu'en fait, ça se voit relativement bien sur des calculs. En fait, on peut le voir en revenant sur notre estimateur de fonctions d'impartition. Okay. Quand j'étais travaillé sur les fonctions d'impartition, je vous avais dit, on peut définir f chapeau. F chapeau, c'était juste le nombre d'observations qui sont plus petites, enfin, c'est la proportion d'observations plus petites ou égale à petit x, à petit x. Alors, je regarde la proportion des xi plus petit ou égaux à petit x. Okay. En fait, je peux l'écrire de la manière suivante, c'est que je peux dire que c'est 1 sur n, la somme des indicatrices sur R des xi moins x. Okay. Si jamais xi moins x est positif, dans ces cas-là, je mets un 1. Okay. Donc, je compte, cette chose-là veut juste dire est-ce que je suis plus grand ou égal à petit xi. Ces deux choses-là sont rigoureusement égales. Dans ces cas-là, si cette chose-là, je peux le voir comme étant en fait un noyau un peu particulier qui est ce noyau en escalier. Okay, donc, si jamais je définissais cette fonction-là, alors c'est un peu gênant parce que je suis dans un cas un peu limite où je n'ai pas de densité, mais peu importe. Okay, donc, si jamais je définissais cette indicatrice sur R+, dans ces cas-là, l'estimateur que je suis en train de construire, F chapeau, il vérifie ça. Supposons que je prenne quelque chose qui ne soit pas exactement cette fonction-là, mais qui soit un tout petit peu plus lisse, et que j'introduis cette fonction. Donc, une fonction un peu qui va lisser, donc ça pourrait correspondre à une espèce de sigmoïde, ça peut correspondre à une fonction, par exemple, qui serait continue par morceau, okay, même linéaire par morceau. Donc, supposons que je sois nul jusqu'à un certain niveau, puis ensuite, je prends quelque chose de linéaire, puis ensuite, je prends une droite. Okay. Dans ces cas-là, je récupère quelque chose qui sera un peu plus général que cette indicatrice. Okay. Cette fonction-là, si jamais je prends sa dérivée, je vais récupérer un petit KH. Okay. Donc, c'est exactement ça qu'on est en train de construire. Cette chose-là, c'est la dérivée de KH. Donc, en fait, je suis juste en train de me donner une version lissée de cette fonction en escalier. Les fonctions d'escalier, on n'aime pas ça dans beaucoup d'applications, essentiellement parce que nous, on aime bien des choses qui soient continues. Okay. La fonction en escalier, elle est discontinue. Elle présente une discontinuité. Les discontinuités, ça complexifie largement les calculs. Donc, on va s'autoriser à avoir des fonctions beaucoup plus lisses, voire celle que j'étais en train de tracer auparavant, c'est-à-dire une espèce de sigmoïde. Donc, ces sigmoïdes, c'est une autre manière de regarder cette fonction K. Okay. Donc, je peux m'intéresser à cette version. Cette fonction-là, elle va être dérivable. Et cette fonction dérivable, en fait, je vais pouvoir construire l'estimateur à densité associée. D'accord ? Alors, je reviens sur mon histoire de fonction en escalier. On avait vu ce qu'était une densité. Je vous rappelle qu'une densité, c'est la dérivée de la fonction d'impartition. Okay. Donc, si jamais je reviens sur la définition même de la dérivée, donc je vous avais dit la dérivée, quand vous avez une courbe, okay, ça va être la valeur de la pente. Okay, puis je regarde ce qui se passe. Donc, je me place en un certain point petit x, puis je me place en x plus h. Et donc, je regarde la valeur de cette pente et je fais tendre h vers 0. Donc, je rapproche de plus en plus mon point en x plus h de mon point petit x et je regarde combien vaut cette pente. Et la pente va tendre vers la dérivée. Okay. Alors, je vous avais dit que cette fonction-là, je pouvais la définir de manière un tout petit peu plus jolie d'un point de vue numérique. C'est de dire qu'en fait, je me place en x moins h en x plus h et je regarde la pente. Okay.
Donc, je vais plutôt retenir cette définition-là parce que moi, j'ai besoin d'avoir des choses un peu centrées sur petit x. Okay. Donc, en fait, on peut montrer que la dérivée, c'est la différence entre f de x plus h et f de x moins h. Et je vais diviser par la longueur de mon intervalle. Et mon intervalle, il va de x moins h à x plus h. Donc, il a une longueur qui est 2h. Okay. Donc, cet objet-là, en fait, c'est ce que j'appelle fh. Et en fait, ce qu'on est en train de construire, c'est tout simplement l'estimateur naturel de cette fonction-là. Okay. On n'arrivait pas à trouver un estimateur de f qui était l'estimateur de la densité. Okay. Alors, je vais juste le définir proprement. Je n'arrivais pas à dire que je voulais dire, enfin, je ne voulais pas construire la dérivée de ma fonction en escalier, parce que ça n'a pas de sens. Mais à partir du moment où j'ai quelque chose qui est plus en escalier, mais qui est un peu plus lisse, dans ces cas-là, je peux le faire. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est, en fait, au lieu de m'intéresser à la dérivée, à l'estimateur de cette dérivée, je vais revenir sur quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire la pente. La pente, elle existe tout le temps. Et en fait, c'est ce que je suis en train de tracer tout à l'heure. Quand j'étais sur ma fonction en escalier, quand je disais, on a un saut ici en petit h, si jamais je me plaçais juste avant, ma pente, elle est comment? Ma pente, elle est très exactement la courbe que j'étais en train de tracer. Je me place en x plus h, je me place en x moins h. La pente, elle est cette petite droite. Et donc, avoir approché la fonction en escalier par des fonctions qui étaient linéaires par morceau me donne quelque chose qui a du sens, parce qu'en fait, cette pente, elle est proche de la dérivée. En tout cas, si jamais ma fonction était dérivable, en fait, je devrais tendre vers la dérivée. Ici, ça s'avère que ce n'est pas continu, ce n'est pas dérivable, mais disons que je peux le faire d'un point de vue un peu théorique, et en tout cas un peu abstrait. Et donc, c'est ça que j'essaie de vous dire. Au lieu d'essayer d'estimer cet objet-là qui va être compliqué, je vais plutôt essayer d'estimer cette grandeur-là. Okay, donc, au lieu de m'intéresser à la dérivée, je m'intéresse à la pente. Okay, je m'intéresse plutôt à une corde quand je me place en x moins h à en x plus h. Okay, j'essaye d'estimer cette grandeur-là. La théorie me dit, si h est tout petit, ça va s'approcher de la dérivée, donc on est content. Donc, en fait, je vais juste me dire, prenons un h qui n'est pas trop grand, et en fait, je vais essayer d'approcher cette grandeur-là en disant, je vais prendre l'estimateur naturel de cette fonction-là. L'avantage, c'est que cette fois-ci, ça existe. Ça existe parce que je suis en train de calculer f chapeau de x plus h, f chapeau de x moins h, et je divise par 2h. Donc, en fait, je suis en train d'introduire cette grandeur-là. Donc, la grandeur qui se trouve à droite. Okay. Donc, le f chapeau h, c'est tout simplement du 1 sur un 2nh, et je somme le nombre d'observations. Là, je regarde combien d'observations en fait, sont proches de mon xi, d'une distance qui est de plus ou moins h. Okay. Cet objet-là, en fait, c'est tout simplement l'estimateur à noyau avec ce noyau-là, dans lesquels en fait, je suis en train de dire, je vais définir un voisinage autour de petit x. Si jamais je suis à une distance de plus ou moins h de petit x, dans ces cas-là, je compte mon observation. Okay. Donc, normalement, je vais vous le faire juste après, voilà, où je vais m'amuser à compter avec des noyaux qui sont, en l'occurrence ici, de neutres angulaires. Je suis en train de vous dire, si jamais je me place en un point petit x, alors je mets dans un point petit x où il n'y a rien. Okay. Donc, supposons que je me place dans ce point petit x ici. Je suis en train de me dire, cette chose-là, ça revient, si jamais je reviens sur ma définition de tout à l'heure, c'était en fait une indicatrice de moins h plus h des xi moins x. Okay. Donc, combien est-ce que j'ai des observations xi qui sont à une distance de plus ou moins h? Cette chose-là, ça vaut quoi? Ça vaut 1 si la distance entre x moins xi est plus petite ou égale à h, et sinon, ça vaut 0. Okay, donc, si jamais j'ai une observation qui a une distance de plus ou moins h, donc une distance de plus ou moins h, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me placer à plus ou moins h, je regarde combien j'ai d'observations. Si jamais j'en ai 0, dans ces cas-là, ça vaut 0. Si jamais ça vaut 1, dans ces cas-là, j'aurai 1 sur n, okay, puisque j'avais cette chose-là qui apparaissait. D'accord. Donc, en fait, je suis en train de compter combien de points j'ai autour de mon observation. Okay, donc, tant que j'en ai pas, ça vaut 0. Donc, ici, j'ai mon petit h qui me dit en gros jusqu'où je vais aller voir. Et ma fonction k, elle me dit quel genre de combien est-ce que je mets mes poids. Donc, les poids que j'avais mis ici, donc la fonction indicatrice sur moins h petit h, c'est ce qu'on appelle des poids rectangulaires, dans le sens où je vais mettre autour de petit x. Si jamais j'ai un point qui a une distance de plus ou moins h, dans ces cas-là, il compte pour 1, sinon ça compte pour 0. Ici, je suis en train de vous tracer des poids triangulaires. Donc, je suis en train de dire, si jamais j'ai des points qui sont à une distance de plus ou moins h, je mets des poids, et les poids vont être d'autant plus importants que je suis proche de petit x. Okay.
Donc, si jamais je suis trop loin, le poids vaut 0. Si jamais je commence à être une distance de plus ou moins h, dans ces cas-là, je vais avoir des poids qui vont augmenter. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, où je suis en train de vous mettre des poids autour de mes observations. Et les poids vont être, c'est ce que j'ai dessiné en vert ici. Et donc, je récupère comme ça mes fonctions de répartition. Pardon, ma densité. Okay, donc là, je suis en train de vous dire, sur mes 10 observations que j'avais eues là, l'estimateur de ma densité, donc qui est, je vous rappelle, cette fonction-là, c'est cette fonction qui était en noir ici. Ça vaut 0 tant que j'ai personne. Ici, je commence à mettre du poids parce que je m'approche de la première observation. Entre les deux, je suis suffisamment proche des deux observations, donc j'ai un certain poids. Ensuite, je diminue parce que je ne croise plus personne. Et si j'ai personne, donc tous mes points sont trop loin pour pouvoir compter. Ici, je commence à m'approcher du voisinage de mes 4 points. Donc ici, j'ai vraiment une période pour un endroit sur lequel j'ai beaucoup de monde. Donc je monte. Puis je m'éloigne de plus en plus du point de gauche. Et donc, on récupère comme ça notre estimateur de notre densité. Okay, donc, on récupère quelque chose de lisse. Donc, ici, c'est le noyau, ce qu'on appelle un noyau triangulaire, dans lequel je mets des poids qui vont décroître en fonction de mon petit x. Donc, plus je suis loin, moi, je mets un poids qui est important. Okay. Contrairement aux poids rectangulaires, où je disais, si jamais je suis un peu comme les poids rectangulaires sont en fait des histogrammes glissants, où je dis, si jamais je suis à une certaine distance, je le compte. Si jamais je n'y suis pas, je ne le compte pas. Exactement comme dans un histogramme. Okay. Là, la seule chose, c'est que je m'autorise des poids qui peuvent avoir des formes un peu particulières. Donc, par exemple, ici, je mets des poids qui sont des paraboles. Et donc, si jamais je regarde l'allure de ma distribution, je récupère cette distribution un petit peu qui commence à prendre une petite forme, okay, où on voit apparaître nos estimateurs. Donc, je vous le fais, par exemple, sur mes données. Donc, ici, on voit, on est en train de jouer sur le H. Donc, le H consiste à dire, ma bosse, mes poids, je les distribue sur une distance qui est plus grande que ce qu'on avait auparavant. Donc, par exemple, ici, j'avais des H qui étaient relativement faibles. Ici, j'ai un H qui est relativement grand. Okay, donc, le H, juste en termes de terminologie, le H, c'est ce qu'on va appeler la fenêtre. Donc, c'est comment est-ce que je définis mon voisinage, donc quand je compte mes voisins. Et le K, c'est ce qu'on appelle le noyau, qui est la forme de la manière dont je distribue mon poids. OK. Donc, je vais vous le montrer sur mes données. Donc, je vous remets ici la base Davis. Donc, je récupère X, la taille des femmes, Y, la taille des hommes, et je vais essayer de récupérer des estimateurs de ces densités. Donc, première étape, je fais mes histogrammes. Alors, pas exactement mes histogrammes, mais mes histogrammes traduits en densité. Donc, c'est exactement les graphes que j'évoquais auparavant. Okay. Donc, je lui mets probability égale true, donc ce qui permet de visualiser en termes de densité. Donc, avec l'histogramme par défaut, et puis ici, des histogrammes alors qui sont construits sur les mêmes échelles pour pouvoir visualiser les distributions des hommes et des femmes et les comparer. Okay, donc, je pars ici du minimum des X, enfin des hommes, le minimum des femmes, le maximum des hommes. Okay, et je coupe de mémoire de 2 en 2. Okay, donc, je construis mes histogrammes et je vais superposer mes estimateurs à densité. Donc, la fonction sous R, c'est density. Donc, density permet de récupérer un estimateur de la densité et je lui spécifie le kernel. Okay, donc, ça, c'est ma fonction K dont je parlais auparavant. Ma fenêtre, en anglais, ça devient bandwidth. Donc, le bandwidth, c'est mon H. Okay, donc, je peux lui dire, alors en l'occurrence, ce n'était pas du 1, mais ça doit être du 2 pour le deuxième. Et donc, je change la taille de ma fenêtre. Okay, donc, la fenêtre, c'est de combien est-ce que je m'étale, jusqu'où je vais chercher des voisins. Okay, quand je vous dis, je compte combien d'observations sont proches de petit x, c'est jusqu'où je suis prêt à aller chercher des voisins. Est-ce que je me contente de ceux qui sont à plus ou moins 1 cm ou plus ou moins 10 cm. Okay, donc, c'est la grande différence ici entre une fenêtre qui est relativement grande. Donc, ici, c'est h égale 2 et ici, c'est h égale 1. Donc, dans un cas, je vais aller chercher en plus ou moins 2. Alors que là, je vais vraiment aller chercher autour de petit x en x moins 1 et x plus 1. Okay, donc, je vais juste compter sur un voisinage très, très proche. Donc, forcément, ça bouge beaucoup plus. Okay, comme je me mets sur un voisinage très, très proche, si jamais je n'ai pas grand monde et qu'après, j'ai plus de points, dans ces cas-là, je vais avoir un saut. Alors que si jamais j'avais lissé sur une distance beaucoup plus grande, je serais beaucoup plus régulier. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Alors, rectangulaire, ça veut dire aussi que mon estimateur, encore une fois, je somme des KH de x. Cette fonction, c'est une fonction en escalier. Donc, effectivement, j'ai cette fonction en escalier. Donc, rectangulaire me dit, je suis en escalier avec des sauts tout petits et mes sauts sont en 1 sur NH, comme on l'avait vu auparavant. Okay, donc, dès que je tombe, dès que je récupère une observation en me baladant, donc mon x va varier.
Donc, je me déplace au fur et à mesure. Je me place en 160, 170. Donc, je me déplace en X, un peu où je veux d'ailleurs. Je peux me mettre à 172,5. Je vais aller voir combien est-ce que j'ai d'observations qui sont à plus ou moins 2. Je compte. Je normalise en divisant sur du 1 sur NH, en fait. Et ça va me donner un estimateur qui va être cohérent en termes de densité. Okay. Donc, effectivement, on voit que cette aire-là, elle va s'intégrer à 1 de la même manière que mon aire, la somme de mes petits bâtons, l'aire de mes petits bâtons va correspondre à 1. Okay. Donc, ça, c'est mon estimateur de ma densité avec des noyaux rectangulaires avec une fenêtre relativement importante en haut et relativement plus petite en bas. Donc, on voit qu'on a une fonction qui est relativement lisse, alors qu'au contraire, ici, on colle beaucoup plus aux données. Donc, avec un h petit, on voit qu'on colle beaucoup plus à nos données, mais h petit, ça va nous donner au contraire de la variabilité. C'est ce qu'on observe ici. Donc, ici, j'ai beaucoup plus de variabilité que là, où au contraire, je suis beaucoup plus lisse. Donc, on a un arbitrage classique en statistique, peut-être qu'on en parlera plus tard. Donc, c'est un arbitrage entre le biais et la variance, c'est-à-dire que soit je suis bon en termes d'espérance, donc je suis bien localisé, mais je suis très variable, soit au contraire, je suis assez loin, mais je suis beaucoup plus lisse. Et donc, on a un paramètre optimal qui est il faut être ni trop grand ni trop petit. C'est boucle d'or. Hein. Boucle d'or et les 3 ours. Pas trop grand, pas trop petit, il faut être au milieu. D'accord. Donc, la fenêtre, on voudrait qu'elle soit petite pour dire oui, je vais être vraiment au voisinage du point de petit x parce que j'estime une densité. Donc, je vais être vraiment sur un h tout petit. Mais si je suis trop petit, il n'y a personne. Et donc, je vais être très, très, très variable. Donc, on a envie d'avoir un h qui est grand. Et donc, on a cette contrainte qui est je vais être à la fois petit et grand. Et donc, il faut sûrement se mettre un peu entre les deux. OK, deuxième type de noyau, les triangulaires. Donc, les triangulaires, cette fois-ci, on gagne en régularité. Dans le sens où, au moins, je récupère une fonction qui est continue. Puisque, je vous rappelle, mes rectangles, c'était des fonctions fondamentalement qui étaient comme ça autour de x. Okay. Ici, j'ai des choses qui vont être triangulaires. Et donc, j'ai des fonctions continues. Okay, donc, comme je suis continu, des sommes de fonctions continues, c'est continu. Donc, au moins, on récupère des choses qui sont beaucoup plus lisses. Donc là, on commence à arriver sur des choses qui sont jolies. Tout à l'heure, c'était moche, en fait. Je vous ai fait ça pour vous expliquer, mais ce n'est pas ça qu'on utilise dans la vraie vie. Là, on commence à avoir des choses qui sont pratiques et qui sont élégantes, dans le sens où je commence à avoir des estimateurs de densité, plus ou moins bons. Okay, ici, encore une fois, j'ai un H qui vaut 2, ici, j'ai un H qui vaut 1. Okay. Si jamais j'ai une fenêtre qui est trop grande, c'est beaucoup trop lisse. C'est beaucoup trop lisse, on met du poids là où il n'y a rien. Okay, donc, ça ne marche pas très bien. Le graphe qui est en bas, il est quand même pas mal. Okay, là, on voit clairement apparaître nos deux distributions. La distribution de la taille des femmes, la distribution de la taille des hommes. Et ça marche. Ça marche, on voit qu'on a des choses qui sont relativement élégantes et je n'ai fait aucune hypothèse de loi. Encore une fois, ça va être la grande différence avec les modèles probabilistes qu'on fera après, où je vais dire, supposons que la taille suit une loi normale. Ici, je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Jamais dit, on va supposer rien du tout. On se contente de dire, c'est un peu la phrase bateau qu'on retrouve dans beaucoup de cas maintenant en sciences des données, laissons les données parler. D'accord. Donc, je me contente de ce qu'on appelle un estimateur non paramétrique, c'est-à-dire je veux visualiser ma densité sans faire d'hypothèse de loi. C'est exactement ce que nous propose cette technique, où je récupère, donc cette fonction density me permet de récupérer un estimateur de ma densité de mes observations, qui n'est pas non plus complètement neutre, dans le sens où, comme l'histogramme, j'ai besoin de définir ma fenêtre, d'accord. Et au moins, je n'ai plus besoin de définir ma valeur de départ et ma valeur de fin. Donc, je n'ai plus de problème de bord puisque j'ai un histogramme qui glisse. Encore une fois, je me place en un certain point petit x. Je regarde combien de points sont au voisinage avec des poids qui vont être d'autant plus importants que je suis proche de petit x. Okay, donc, on récupère cette régularité. Un autre type de noyau assez populaire, donc qui est un nom compliqué, c'est Epanechnikov, qui est tout simplement en fait une parabole. Donc, en fait, si jamais je me plaçais sur cet intervalle-là autour de petit x, je mettrais une parabole. Okay, de ces deux formes qui ressemblent à ça. Okay, donc, c'est des choses qui sont de la forme. Cette courbe-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si jamais j'étais entre 0 et 1, on pourrait penser à du x fois 1 moins x. Donc, ça va être ce genre de choses. Okay, donc, on voit apparaître cette parabole et on a des choses qui sont encore plus régulières. Donc, ici, avec une fenêtre qui est relativement importante, je vais dire 2. Ici, j'ai une fenêtre, alors, je pense qu'elle est encore plus petite, je pense qu'on a 1,5. On a des choses qui sont beaucoup plus, qui bougent beaucoup plus. Et voilà, on voit qu'on doit sûrement se mettre un peu entre les deux, d'accord, mais on a des choses qui sont très proches de notre histogramme. Okay, donc, ces estimateurs à densité, je vous encourage en tout cas à retenir le fait qu'on peut les représenter. C'est cette fonction de density. Je vous ai expliqué un peu d'où elle sort. Encore une fois, l'idée, c'est, je suis un peu là pour vous expliquer ce qui se cache dans les boîtes
les fonctions R, les fonctions de n'importe quel logiciel stat sont des boîtes, dans le sens où vous avez quelque chose en input qui sont vos données, vous les passez dans cette fonction de density, vous donne un graphe, il faut comprendre ce qu'il y a dans la boîte. Okay, la density, moi je vous explique que c'est juste un peu comme un histogramme. La seule chose, c'est qu'on est dans un monde glissant. Donc on va se placer à plein d'endroits en X et on compte le nombre de points qui sont autour de petit x. C'est exactement ça que ça fait. La seule différence, c'est que les poids vont être non. On ne va pas avoir des poids rectangulaires comme on avait sur les histogrammes glissants. On a des choses plus intéressantes. Ici, je vous mets un poids gaussien. Donc, effectivement, on est sur des distributions de lois normales autour de mes points. Donc, autour de mon petit x, je vais dire, je vais mettre des poids qui vont ressembler à une loi normale. Donc, plus je suis proche de petit x, plus je vais avoir un poids qui est important. Donc, un poids qui est très, très loin, un individu qui est très, très loin de mon petit x. Si je veux estimer une taille ici à 177, je vais juste te dire, je prends les points qui sont proches. Un point qui est à 160, il va se trouver très, très, très à gauche dans ma distribution. Donc, le poids sera quasiment nul. Plus je m'approche d'un mètre 77, plus mon poids va être important dans ma moyenne. Et donc, je récupère cette chose-là. OK ? Or, l'autre point, et ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un tout petit peu plus compliqué à écrire, en fait, cette chose-là est équivalente à bruiter les observations. Ça revient à dire, une observation qui était à 1,65 m, en fait, je peux lui rajouter un petit peu de bruit autour et je rajoute un bruit gaussien. En fait, si jamais je commence à me dire, je rajoute des petits bruits gaussiens, dans ces cas-là, on récupère la distribution qui était exactement ce que je faisais auparavant quand je faisais mes petits poids autour de mes xi. Okay, j'ai une certaine vision duale entre me placer en X et rajouter des poids ou sommer des poids associés à mes xi. Okay. Ici, c'est équivalent à me dire j'ai plein de petites gaussiennes qui sont sorties sur mes observations, essentiellement parce que j'ai mis des poids, au lieu de dire j'ai des poids de 1 sur n à chacun des xi, je vais mettre un petit peu de bruit autour. Et là, je mets typiquement un bruit gaussien. Et en fait, la fenêtre peut s'interpréter comme étant la variance de mon bruit. Et voilà, ça sort un petit peu du cadre de ce que je voulais vous faire. Donc, petit point, je peux récupérer mes fenêtres. Alors, encore une fois, je vous rappelle, density est une fonction de R. Okay. Si je lui demande density de X, en fait, il va chercher ce qu'on appelle une fenêtre optimale, essentiellement parce que je vous ai dit que la taille de la fenêtre, on veut qu'elle soit ni trop grande ni trop petite. Okay. Boucle d'or. Donc, il y a des manières pour définir une notion optimale de choix de fenêtre. C'est ce qui est programmé par défaut sous R. Et donc, quand vous demandez density tout court, il va chercher le poids optimal. Okay. Donc, ici, par exemple, il me dit que pour la taille des femmes, on a une fenêtre qui est plutôt de 1,89. Donc, il faut aller chercher à plus ou moins 1,8 cm, alors que pour les hommes, il faut aller chercher à 2,36, essentiellement parce que j'ai plus de variabilité chez les hommes que chez les femmes. C'est en gros ça qui est caché derrière. Okay. Donc, je peux aller récupérer mes fenêtres optimales, tout simplement. Donc, je vous rappelle, quand j'ai un objet en R, un objet, c'est une liste. Et donc, en allant chercher le nom de l'objet multiplié par $, la valeur de la variable, je récupère la grandeur qui m'intéresse. Donc, density calcule plein de choses. En particulier, il va calculer des points sur une grille. Donc, il va prendre plein de points en X, plein de points en Y. Donc, il va vous tracer le graphe en XY. Okay. Mais je récupère un point qui est intéressant, c'est cette fenêtre optimale. Okay. Et un autre petit point, c'est qu'en fait, je peux le cumuler. C'est que comme j'ai récupéré un estimateur de ma densité, je peux l'intégrer. Donc, je reviens juste tout petit peu en arrière. C'est qu'en fait, histoire de boucler la boucle, on avait défini des fonctions de répartition. Donc, j'avais défini des densités, mais en intégrant mes densités, je vais récupérer des fonctions de répartition. Donc, ici, j'ai mes fonctions de répartition empiriques, avec respectivement la distribution empirique de mes hommes, cumulés des femmes à gauche, des hommes à droite. Okay. Je peux superposer l'intégrale de F chapeau. Okay. Donc, je peux récupérer un estimateur de ma densité. Donc, je fais ma densité en X. Et donc, je vais récupérer quelque chose de lisse, essentiellement, puisque cette fonction F chapeau de X, elle est lisse. Elle est lisse à condition d'avoir pris un noyau qui n'était pas un noyau rectangulaire, mais par défaut, je crois qu'il prend de l'Epanechnikov ou du gaussien, peu importe. On a des choses qui sont continues, qui sont dérivables. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Okay. Je peux les sommer. Donc, cumsum est une fonction qui cumule les sommes. Donc, on est exactement sur cette idée de cumul de cette densité. Okay. Et donc, on récupère comme ça très exactement un estimateur, cette fois-ci, de ma fonction de répartition. Okay. Donc, c'est celle que je note ici, f tilde de x. Okay. Donc, f chapeau x, je vous rappelle, c'est ma version en escalier, qui est du 1 sur n, la somme des
des indicatrices que les xi sont plus petits ou égaux à petit x, que je peux écrire avec mes indicatrices, encore une fois. Derrière cette chose-là se cachent mes fonctions en escalier. Là, je suis juste en train de dire je vais lisser. Okay, donc, au lieu de sommer avec des indicatrices de cette forme-là, je suis en train de lisser en utilisant l'intégrale de petit k. Et donc, je vais récupérer cette courbe kh de x, qui va être cette fonction un peu en sigmoïde. D'accord. Donc, ce n'est pas exactement des sigmoïdes qu'on utilise, mais on pourrait y penser. Okay. Et donc, cette fonction-là va me donner des choses beaucoup plus lisses, qui sont ces courbes, qui sont des estimateurs assez naturels de nos fonctions de répartition. Okay. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut estimer des fonctions de répartition et des densités de manière assez simple, et en particulier, j'insiste là-dessus, de manière non paramétrique. Okay, c'est à peu près la dernière chose que je vais raconter sur les estimateurs non paramétriques. Après, on passera sur l'estimateur de paramètres, parce que c'est comme ça que fonctionne l'essentiel de la stat. On va avoir des grandeurs qu'on va essayer d'estimer, d'avoir des intervalles de confiance et de faire des tests. Mais il s'avère que dans certains cas, avoir des estimateurs sans faire aucune hypothèse, ça peut être intéressant. Visualiser ces données, c'est ça. Et on arrive à un outil de base. Encore une fois, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, en particulier dans les premières capsules, quand je vous ai dit on peut regarder la distribution d'une variable continue. C'est exactement ça. Density, c'est une version un peu plus moderne d'un histogramme. Et c'est exactement ce qui se cache derrière. Ce sont ces petites bosses. Donc, on met des poids autour de nos observations. OK ? J'arrête là pour cette petite capsule sur les densités et les fonctions de répartition. Mais on les verra réapparaître plus tard, encore une fois, puisque ça va être la base pour faire pas mal de modélisation statistique. À très bientôt.